Chroniqueur de films pour le magazine Transfuge et auteur de romans aux éditions Grasset, tels que Femmes sur fond blanc, en 2023, Jean-Noël Oringot était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 16 novembre 2024, à l'occasion de la parution chez Grasset de son livre « Vous êtes l'amour malheureux du Führer », une contre-fiction autour de la figure d'Albert Speer, l'architecte d'Hitler. La rencontre était présentée par Christian Thorel et animée par Brice Torrecillas. Merci pour votre présence. Avant de laisser Brice Torrecillas dialoguer avec Jean-Noël Oringot, je voudrais dire quelques mots pour Jean-Noël, puisque c'est la première fois qu'il vient ici. On se connaît depuis bien longtemps. Voilà, je suis très heureux, Jean-Noël, de te recevoir à l'occasion de ce livre qui a été pour moi une lecture formidable de cet été, même s'il fallait que je révise le titre, parce qu'il était sûrement un peu trop lent pour que je m'en souvienne. C'est pas du La Fontaine, mais presque déjà. Voilà, celles et ceux qui ne l'ont pas lu, après ce débat, je vous engage à lire ce livre qui est à la fois glaçant et puis non, qui n'est pas que ça. L'écriture de Jean-Noël rend tangible ce personnage si particulier dont on se demande vraiment comment il a échappé à la chose finale. Mais bon, voilà, non, on ne va pas tout dévoiler. Et de toute façon, je pense que vous ne dévoilerez pas tout. C'est le principe aussi des rencontres. Merci à tous, bonne écoute et bonne lecture en suivant. Merci beaucoup, Christian. Merci et bonsoir à tous. Merci de votre présence. On ne dévoilera pas tout, mais on révélera certaines choses malgré tout. Juste, je n'ai pas eu le temps ou la présence d'esprit de vous poser la question. Peut-être nous ferez-vous le plaisir de lire quelques extraits. Pourquoi pas. Si c'est un exercice que vous appréciez. Oui, je peux le faire. Avant, quelques mots de présentation. Jean-Noël Oringot, chroniqueur de films pour le magazine Transfuge. Il est l'auteur d'un essai sur l'art Vivre en peinture, paru aux éditions Les Cahiers Dessinés, ça c'était en 2023. Tous ces romans sont publiés aux éditions Grasset, qu'il s'agisse du tout premier, La Fleur du Capital, qui a obtenu le prix de Flore en 2015, ou des suivants, L'Opium du ciel, Les Jungles rouges, ou encore Femmes sur fond blanc. Et comme Christian nous l'a annoncé, nous sommes réunis plus particulièrement autour de ce dernier roman, Vous êtes l'amour malheureux du Führer. Roman, le mot, vous n'avez pas hésité avant d'utiliser ce terme, parce qu'il y a de gros morceaux de réalité dedans, comme on dit. C'est vraiment un roman. Pour moi, le roman est une forme qui permet tout, en fait. Ça ne s'arrête pas au grand roman du 19e et à la crise du roman du 20e. Pour moi, c'est une forme qui permet toutes les formes. J'ai été marqué par la littérature médiévale, dans laquelle on a de la prose, du vers, on a toutes sortes, on a une souplesse de la langue et donc une souplesse aussi des genres littéraires et donc une souplesse des thématiques abordées. Et au fond, je crois qu'avec le XXe siècle s'ouvre là véritablement une forme encyclopédique qui s'appelle le roman et qui aspire tout. Et donc on peut faire un roman sans fiction. C'est un roman sans fiction, je n'invente rien dans ce texte, je me base... j'ai un problème avec l'idée de recherche documentaire parce que pour moi il faut véritablement intérioriser ce genre de lecture et puis ça donne quelque chose ou pas. Il se trouve que j'ai lu les mémoires de Speer, j'avais 20 ans, puis j'ai continué, j'ai échoué à écrire dessus et voilà. Alors je me permets de vous interrompre parce que vous venez de prononcer le nom Speer. Ouais, Speer. Sachez, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre ou qui ne l'ont tout simplement pas découvert, que derrière ce titre, Vous êtes l'amour malheureux du Führer, se cache effectivement Albert Speer, que je vous laisse présenter. Alors, Albert Speer, il naît en 1905 en Allemagne, à Mannheim. C'est un homme de la belle bourgeoisie allemande. Si vous avez lu les romans de Thomas Mann, on peut le voir comme une sorte de personnage à la Buddenbrock, sauf que lui, il est l'héritier du lignée d'architectes, grand-père architecte, père architecte. Lui se destine plutôt pour les mathématiques, mais son père lui dit que non. Donc, il fait des études d'architecture. On est là dans l'Allemagne d'après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne de Weimar. Il devient l'assistant de son professeur à l'université de Berlin. Ça nous projette en 1930 et là, dit-il dans ses mémoires, il est incité par ses étudiants qui lui disent « Venez voir, il y a un homme extraordinaire qui va donner une conférence ». Cet homme, c'est Adolf Hitler, qui n'est pas en uniforme cette fois-là, mais en civil, un costume croisé. Et il parle des rapports de l'art et de la politique et il met la politique, dit Speer, au service de l'art dans son discours. Speer, dit-il, est complètement transporté
Il n'arrive pas à continuer cette soirée, il se dirige vers une rivière, le temps est clair, la lune, quelques nuages quand même. Bon, on est dans le romantisme allemand le plus pur, et dit-il, tout commence comme ça. Voilà, on est en 1930, il adhère au parti nazi. Pour autant, votre livre ne commence pas ainsi, mais sur la rencontre personnelle entre Hitler et Speer. Ça vous est apparu tout de suite comme une évidence de commencer ainsi ? Alors, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup échoué, mais à un moment donné, quand ça s'est décanté, oui, ça me paraissait évident parce que c'est une de ces scènes, et en fait il y en a beaucoup dans ces mémoires, qui sont à la fois extrêmement talentueuses dans la manière dont c'est mené, même si là c'est 3 lignes en fait dans ces mémoires, et moi j'en fais une page, mais quelque chose me semblait étrange, une sorte de malaise, quelque chose ne va pas. On appellerait ça de l'invraisemblance, mais avec un talent fou. En gros, on est en 1933, le premier congrès du parti nazi à Nuremberg se profile et Speer est convié à montrer ce qu'il a fait à Hitler, parce que personne n'arrive à décider. Il n'était pas celui qui devait le faire, mais il se trouve qu'il a vu les dessins, il a trouvé ça nul, il a dit on pourrait faire mieux, et quelqu'un lui a dit faites mieux. Et quand il montre ce qu'il a fait, on lui dit allez voir le Führer, parce qu'on ne peut pas décider à sa place. Il entre, Hitler serait en train de remonter, il a démonté un pistolet, il serait en train de le nettoyer. Il ne regarde pas Speer, il regarde 2 minutes les dessins, il dit c'est bon. Et bon, quand je me dis il y a quelque chose là d'étrange. Quand on connaît en plus dans les biographies d'Hitler, on sait que certes il était paresseux, mais qu'au début de son règne, c'est quand même quelqu'un qui travaille. Et surtout c'est quelqu'un qui attachait une importance immense à la représentation du régime dans les manifestations, dans évidemment l'architecture, etc. Et donc dans ce congrès qui est le point d'orgue du parti nazi, il y a quelque chose d'étrange à ce qu'en 2 minutes, il décide, voilà. Et surtout, il est en train de remonter un pistolet, on est déjà dans le réarmement de l'Allemagne, quelque part, symboliquement. Et donc, voilà, je commence comme ça, je ne dis pas que c'est faux, simplement, tout le monde est mort au moment où il écrit ça, parce que là, on se projette à nouveau, on est en 69 quand paraissent ses mémoires, donc il écrit ça entre 66 et 69. Et c'est une mise en scène, quelque part. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ça s'est passé comme ça me semble étonnant. Parce que c'est effectivement un fil conducteur de ce livre, ce jeu entre la fiction et la réalité. Ouais. Vous avez évoqué ces mémoires, mais bon, on parlera peut-être un peu plus tard de la question de la solution finale, mais au-delà de cette dramatique question, il y a toujours cette idée qu'il peut mentir, voire il ment très certainement. Alors, en fait, c'est une ligne de crête. Je ne juge pas, je n'explique pas, je ne sais pas le faire. De toute façon, ce n'est pas mon rôle. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le talent et l'ambiguïté et l'horreur de c'est-à-dire tout ensemble, en fait, c'est véritablement des émotions contradictoires, mais qui guident à la fois mon écriture, qui guident parce que ça a guidé ma lecture de Speer, et qui, je pense, est le propre de ce personnage, qui est tout à la fois, en fait. Et donc, là, dans le flux d'écriture, j'ai commencé par ça, et en tout cas, pour moi, l'écriture trouve les choses. C'est-à-dire que j'avais la structure, en gros 64 chapitres en 8 parties, c'est l'échiquier. J'avais cette structure de l'échiquier qui me semblait correspondre à la dimension politique du personnage et à cette lutte avec la vérité qui est le propre de ce roman. Mais l'écriture a trouvé toutes sortes de choses dont on parlera peut-être, notamment pour moi il a fait une autofiction radicale avant l'heure, et moi j'appelle ça, ce que j'ai fait, une contre-fiction. Une contre-fiction, voilà, c'est ça. C'est-à-dire reprendre les mises en scène de Speer, les remettre en scène différemment, comme si dans cette salle on éclairait différemment la salle et on verrait apparaître des choses qui n'apparaîtraient pas, voilà, pour justement donner au lecteur, à la lectrice, des pistes nouvelles de perception en fait du personnage, et surtout le fait que cet homme utilise le récit, l'art du récit et l'art du langage, même si c'est pas un grand styliste, mais peu importe, il y a ce talent-là pour mener une sorte de guerre entre la fiction et la vérité. La fiction d'un homme, et plus tard on le verra, la recherche de la vérité par les historiens, notamment une historienne qui est Gita Sereni. Nous avons évoqué la rencontre d'Hitler et de Speer. Comment l'avez-vous rencontré, vous ? Et qu'est-ce qui nous vaut finalement ce livre ? Alors c'est là où la mémoire joue des tours. Je ne sais plus à quel moment j'ai entendu parler pour la première fois de Speer. Je suis un lecteur d'histoire et donc certainement dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, j'ai dû voir passer son nom. Je sais qu'à vers 20 ans, j'ai trouvé ses mémoires qui s'appellent Au cœur du Troisième Reich. Je les ai achetés, je les ai lus, j'ai trouvé ça passionnant. Et encore une fois, je me suis dit peut-être... Voilà, c'est un personnage romanesque, il y a tout, donc j'avais imaginé une fiction, là pour le coup une fiction avec Speer, personnage réel, et puis des personnages inventés, etc. Ça ne marchait pas.
Et moi, j'ai besoin. Qu'est-ce qui vous a séduit justement, enfin séduit dans le intéressé dans ce sens-là? Alors, au début, je ne sais pas exactement ce qui me séduit. C'est-à-dire que la période est passionnante. En tout cas, moi, je suis né en 75, donc ça reste encore très présent. Il y a une mémoire familiale de certaines choses, etc. Mais c'était pas forcément ça. Mais c'était cette place que la Seconde Guerre mondiale avait à l'époque et qui fait qu'il y a un intérêt qui se crée. Mais après sa lecture, j'entre dans une ambiguïté que je ne saisis pas tout de suite. C'est véritablement à la lecture, il y a 5-6 ans, de Gita Sereni, historienne, journaliste, personnage passionnant, et qui, moi, véritablement, j'en ai pas fini avec elle, je ferai certainement quelque chose autour de cette femme qu'on connaît mal en France. Juste, je prends 2 minutes pour présenter Gita Sereni, parce qu'en fait, c'est vraiment essentiel dans ce livre. Et que l'on retrouve effectivement. Voilà, c'est elle qui déclenche le livre. Speer, architecte mini, j'aurais pas écrit sur lui, vous voyez. C'est vraiment ce qu'il a fait de sa vie après-guerre et son rapport avec Gita Sereni. Gita Sereni, elle a 17 ans au moment de l'Anschluss en 1938. C'est une juive autrichienne, elle fuit. Elle se retrouve en France, puis aux États-Unis. Elle revient brièvement en 1945. Elle assiste pendant quelques jours au procès Nuremberg. Et là, pour la première fois, elle voit Speer. Elle est marquée par sa présence. Elle ne l'entend pas parce qu'il n'est pas appelé à la barre à ce moment-là, mais elle est marquée par lui. Elle rentre aux États-Unis. Elle fait des études d'histoire. Elle devient journaliste et historienne. Et moi, je tiens à dire qu'elle était historienne parce qu'on l'a querellée là-dessus, évidemment, comme toujours, parce qu'elle est très, très douée. Bon, voilà. C'est une femme, donc je pense qu'on l'a querellée aussi pour ça. Mais elle se spécialise, elle a une quête, cette femme. C'est pas un métier pour elle, l'histoire. C'est pas un métier, le journalisme. Elle a une quête, c'est l'élucidation du mal, M-A-L. Et elle a une méthode très particulière. Elle va au sujet. Elle les fréquente. Donc, elle va fréquenter Marie-Belle, qui est une adolescente, une enfant de 11 ans, une sorte de Lolita, quand on voit les photos, qui a assassiné 2 garçonnets de 3 et 4 ans. Elle fréquente dans une prison Franz Stangl, qui est le chef du camp de Treblinka, qui était un des camps les plus atroces. On parle beaucoup d'Auschwitz, mais là, le Treblinka, c'était très particulier. Et elle va rencontrer Speer. C'est Speer qui lui écrit en 1978, à propos d'un article qu'elle a fait. Il lui écrit, elle lui répond, une amitié épistolaire secret, et elle va le rencontrer. Voilà. Et moi, c'est à partir de là que les choses se passent, où je me dis, l'historienne comme personnage d'un roman, c'est passionnant, en fait. Quelle est la vie intérieure de quelqu'un qui se consacre au mal? En gros aussi, je ne sais pas si vous connaissez Yann Kershaw, comment fait-on pour passer sa vie à ne parler que de ça? Vous voyez, là, d'un seul coup, pour moi, il y a roman. Alors, je sais à peine esquissé dans celui-là, mais c'est ce rapport-là entre la fiction d'un homme, un homme qui, par sa fiction, se réinvente et rend séduisante sa version des faits, et la quête de vérité d'une femme qui cherche à élucider les secrets de cet homme tout en le fréquentant. Vous avez prononcé le mot de présence, qu'elle avait été sensible à sa présence. Et c'est vrai que la dimension physique de Speer, charismatique, on peut prononcer ce mot, est essentielle. Exactement, mais là on rentre dans quelque chose, alors c'est lié au titre aussi, on rentre dans quelque chose où on voit l'importance du corps, de la pulsion, enfin il y a tout un vocabulaire, je ne suis pas psychanalyste, mais la psychanalyse avait trouvé des choses là-dessus, véritablement on est dans quelque chose de l'affect, de la pulsion. Au fond la politique, l'idéologie, c'est pas simplement quelque chose d'intellectuel, souvent même c'est pas intellectuel en fait, c'est physique, c'est un rapport du corps, de l'individu, du collectif, de la masse des gens, de l'ivresse. Et donc, effectivement, dans ces années-là, dans ces années 30, ça compte. Et lui est là-dedans, en fait. Et je pense que sa rencontre avec Hitler, il devient un corps. Avant, il n'est pas un corps. C'est un corps particulier. Il plaît au Führer parce qu'il est grand, mince, il représente une sorte d'idéal arien. Et en plus, il est architecte. Et Hitler se voit en miroir de ce jeune homme. Et lui se voit en miroir d'Adolf Hitler, l'homme de pouvoir, l'homme de l'art. Mais c'est une relation véritablement du corps. Et ça va continuer. Il va imposer son corps à Nuremberg. Il détonne au milieu des autres prévenus. Et il impose son corps ensuite. Voilà, c'est quelqu'un qu'on trouvait beau, tout simplement. Et lui en fait quelque chose. Il crée son personnage, en fait, après-guerre, plus qu'avant. De là, le libellé de chaque partie de votre livre, où l'on voit qu'il s'agit qu'il s'agit d'une histoire d'amour entre Hitler et lui. Je cite, coup de foudre, accord parfait, éloignement, et ainsi de suite. Le roman permet ça. Le roman permet, par l'intuition et par... alors c'est documenté, j'ai rien inventé de cette affaire, et le titre est une citation, je n'ai pas inventé le titre. Explicitons peut-être ce titre. Vous êtes l'amour malheureux du Führer. En fait, Speer a un subalterne, un SS juriste qui s'occupe de l'expulsion des Juifs de Berlin, et on est en 1939 ou 40, la date n'est pas véritablement sûre, mais en tout cas on est à cette période-là, et il y a une réunion, et quand cet homme qui s'appelle Karl Maria Ettlage voit comment Hitler se comporte avec Speer et cette relation entre les deux, aurait dit, à la fin de la réunion,
Speer, savez-vous ce que vous êtes ? Vous êtes l'amour malheureux du Führer. Et donc, plein de sous-entendus. Speer lui dit, mais que voulez-vous dire ? Et il lui a dit, attention, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est quasiment la formule du mariage. Mais c'est pareil. Voilà un titre presque viscontien. Si vous connaissez Luchino Visconti, les damnés, tout cet imaginaire pop fin 60 autour de ça, avec des sous-entendus sur l'homosexualité possible du Führer. Il n'y a rien eu de sexuel entre eux. Ils en étaient incapables. Mais un jour, un psychanalyste et psychiatre a fait un article là-dessus et a dit que c'était une relation homo-érotique. L'expression a été rapportée à Speer, on est dans les années 60, et Speer a dit effectivement, c'était ça. Donc là, il se passe quelque chose, évidemment. C'est véritablement, alors de façon un peu triviale, on pourrait dire qu'aujourd'hui c'est une bromance. Vous voyez, on l'emploie beaucoup pour d'autres, voilà, entre Macron et Trump, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a cette relation en miroir de ces deux hommes qui incarnent effectivement le dernier couple de cette ampleur, par l'ampleur des moyens accordés à l'architecte et par l'ampleur de cette idéologie nazie, caractéristique de la culture européenne, Michel-Ange, Jules II, Léonard de Vinci, François Ier, c'est Hitler et c'est Speer. Et pour rester dans le domaine amoureux, l'entourage d'Hitler voit d'un œil jaloux cette relation. Exactement. Alors là, pour le coup, c'est pareil, il y a quelque chose à reconstituer, c'est-à-dire, les historiens appellent ça une polycratie, ils sont à peu près tous d'accord maintenant pour dire que Hitler donnait les ordres, mais ne se préoccupait pas plus que ça de leur réalisation. Chaque membre du régime avait la possibilité de faire ce qu'il voulait, ce qui entraînait d'ailleurs des désordres terribles, et donc une concurrence jusqu'à la mort. Il y a des tentatives de meurtre répertoriées entre les uns et les autres. Et donc, il y a effectivement cette jalousie terrible à l'encontre de Speer, qui est le favori de Hitler. Hitler, avant-guerre, passe des heures avec lui, des nuits entières, autour des plans du Nouveau Berlin, autour de l'architecture du Reich, etc. Et il faut bien comprendre que souvent, Speer va plus loin que Hitler. C'est-à-dire que Hitler, par exemple, il avait l'idée d'une avenue d'apparat dans Berlin, avec un dôme gigantesque à un bout et puis un arc de triomphe gigantesque à l'autre. Et Speer dit, quand il hérite de ça, il dit en fait, il faut repenser tout Berlin. Et l'idée, c'était de faire ce qui se rappellerait le Germania. Il reste des maquettes, il reste des plans de ça. Donc voilà, comment c'est une sorte d'émulation de la terreur. Idem, par exemple, pour la théorie des ruines. Ça, oui, cette théorie. Racontez-nous ça. C'est effectivement. Speer, en architecture, on peut curieux. reconnaître trois choses. Le congrès de Nuremberg, où là, il fixe l'inconscient collectif qu'on a du nazisme, c'est-à-dire des esplanades immenses, l'exaltation des perspectives à travers les gradins, une mer d'oriflammes, de drapeaux, etc. C'est une architecture socle, très minérale, sur laquelle sont posés des hommes, la chair des soldats, des projecteurs anti-aériens. Et la nuit, comme composante, comme toiture, avec les projecteurs anti-aériens qui forment des colonnes de lumière, et ça a enthousiasmé la presse internationale qui appelait ça la cathédrale de glace, le dôme de lumière. Et il y a aussi la théorie des ruines. Alors la théorie des ruines, il arrive un jour avec des planches où on voit les monuments du Reich en ruines, et il dit, c'est simple, de toute façon, la fin de tout, c'est la mort, et il faut construire les monuments du Reich en fonction des ruines qu'elles produiront. C'est impossible à prévoir, mais lui, imagine, il fait des calculs sur une lézarde à tel endroit, on va faire les choses de manière plus fragile ici, bon bref, c'est totalement impossible. Et Hitler est enthousiasmé. Oui, alors pardonnez-moi de vous couper, mais j'ai trouvé ça absolument intéressant, le fait que quand il décide d'annoncer cette théorie des ruines, autour de lui, on dit il va au casse-pipe, parce que c'est annoncer la fin du Reich. C'est annoncer la mort du Reich, mais c'est intéressant parce que ça en dit long. C'est vraiment un régime qui intègre la mort dans son fonctionnement. Donc avant-guerre, c'est déjà évidemment toutes sortes de spoliations, de sévices à l'égard des gens, mais c'est surtout dans la construction déjà l'intégration de la destruction. C'est une esthétique de la destruction. Et ça, il n'y a aucun régime qui le fait, parce que Hitler est fasciné par l'acropole, les ruines antiques, etc. Donc il veut faire ça. On voit que ça va plus loin parce que quand les vraies destructions arrivent, quand la guerre commence et puis se poursuit, que petit à petit le Reich est en ruine par les bombardements, etc., et lui va continuer, Speer, je pense qu'il continue ça, il va conserver la mémoire de ça et il va en donner la version définitive dans ses mémoires plus tard, où là, je me suis rendu compte que ces mémoires servent de base de données pour tous les films qu'on a vus sur le nazisme, et notamment la fameuse chute du Reich, qui est devenue quelque chose de quasiment mythique, légendaire. Les derniers jours d'Hitler, le bunker, les fantômes dans un bunker, ces ruines fantastiques, sorte d'opéra wagnérien, de décadence, etc. Eh bien, c'est lui dans ses mémoires. Le film La Chute, c'est vraiment lui. D'ailleurs, on le voit dans le film, il est là. Ça, c'est tiré de ses mémoires. Mais en fait, il y a d'autres versions de la chute du Reich, de Berlin. Les viols des femmes. Il y a des cadavres partout, ça pue, il n'y a rien de wagnérien, et ça n'apparaît pas. Mais là, on voit comment il arrive à façonner un inconscient collectif, à la fois parce qu'il occupe une place essentielle dans les rouages du Troisième Reich, tout en le cachant l'importance, et par le talent du récit, en fait. Et le talent de l'architecte,
quel est-il? Vous soulignez, vous soulignez que son père, son propre père, architecte lui-même, regardait le travail de son fils d'un mauvais œil, qu'il bousculait les codes en vigueur. Pour autant, est-ce que c'est un vrai novateur dans le bon sens du terme? C'est une question vraiment très complexe et difficile parce que l'ampleur des crimes est telle qu'aujourd'hui reconnaître ne serait-ce qu'un début de talent peut faire croire à son approbation. Et il est tellement doué, Speer, qui dit ça à l'historienne Gita Sereni quand ils évoquent Goebbels, c'est Speer qui en parle et Gita Sereni dit, on dirait presque un homme intelligent, et il dit, vous voyez comme c'est difficile de parler des gens de cette période-là parce qu'on pourrait croire qu'on est avec eux dans une sorte d'approbation. Voilà. Quelque part, par certains côtés, il est un précurseur de ce qu'on va appeler le postmodernisme, c'est-à-dire une architecture, un mélange de néo-baroque, de pseudo-néoclassique. Et puis surtout, dans le Congrès, c'est vraiment cette architecture socle et le climat qui chapeaute tout ça, la nuit notamment, la composante de la nuit comme composante architecturale, le plein air, etc. Voilà, on pourrait analyser ça comme ça, mais c'est pas mon but, mais c'est vrai que malgré tout, c'était pas non plus un homme sans talent, quoi. Nous allons aborder l'autre aspect de sa carrière quand il devient ministre, mais vous nous avez promis, si ce n'est promis, annoncer une lecture. Je vous laisse choisir le passage que vous souhaitez. On peut peut-être commencer par la rencontre. Allez. Juillet 1933, Munich. La première fois que l'architecte voit le Führer, il le trouve concentré à sa table, nettoyant un pistolet. Adolf Hitler, le Führer, le guide, pousse les pièces détachées de l'arme et dit à Albert Speer, l'architecte, l'artiste, de poser les esquisses sur l'espace vacant. Il s'agit d'un projet concernant le premier congrès du Parti national-socialiste depuis son accession au pouvoir et qui doit se tenir à Nuremberg en août prochain. Une mise en scène avec estrade, lumière, gradins. Pour l'architecte, c'est sa première commande d'envergure. Auparavant, il a réaménagé plusieurs bâtiments du parti, décoré l'appartement du ministre de l'Éducation et de la Propagande Joseph Goebbels. C'est un succès d'estime qui lui permet aujourd'hui de diriger ce projet très important. Mais personne n'ose lui donner son accord. On tergiverse, on finit par l'envoyer à Munich, où réside le guide durant l'été. Lui seul peut décider du sort de son travail. À aucun moment, le guide ne regarde son interlocuteur, mais il observe minutieusement ses dessins. Puis, sans lever les yeux, il déclare d'une voix détachée, sans tonalité précise, « D'accord, l'entretien est clos, l'architecte est congédié sans un mot, il suffit au guide de retourner au curetage, graissage, soufflage du canon, détente, chien, crosse, glissière de ce pistolet dont on ignore le type. » Merci beaucoup. Jean-Noël Oringo, auteur de « Vous êtes l'amour malheureux du Führer », à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 16 novembre 2024. Pour reprendre le cours de cet amour, vous parliez de coups de foudre, de rapprochement, etc. Il y a un certain éloignement au moment de la guerre. Oui. Alors, en fait, effectivement, avec l'entrée en guerre, Hitler va fréquenter beaucoup, essentiellement des généraux, etc. Speer est un partisan de la guerre. Pour lui, plus de guerre, plus de victoires, plus de monuments. Mais il voit bien que, du coup, quand même, ses constructions, enfin, en tout cas, son rapport à Hitler n'est plus aussi proche qu'avant. Et donc, il met au service de l'industrie de guerre ses équipes d'architectes, d'ingénieurs. Et puis, en 1942, au début 1942, donc il devient de plus en plus impliqué. Encore une fois, il y a une transversalité dans le Troisième Reich qui fait qu'il peut se retrouver à s'occuper des usines de la Luftwaffe, etc. Début 1942, il est nommé, à la mort du ministre de l'Armement, il est nommé ministre de l'Armement et de l'Industrie de guerre. Et à ce titre-là, il va devenir l'artisan de la guerre totale. On ne le sait pas forcément, mais à ce moment-là, l'Allemagne nazie n'est pas en ordre de bataille d'un point de vue industriel. Il fabrique bien moins d'avions que l'Angleterre. L'Angleterre est déjà en ordre de marche, la Russie et les États-Unis aussi.
pas l'Allemagne. Lui va véritablement rationaliser tout ça. Il va être l'instigateur, que certaines et certains ont connu ça dans leur famille, ce qu'on appelle le service du travail obligatoire. Le STO, oui, tout à fait. On rafle des gens en fonction de leurs compétences ou de leur physique et on les envoie dans les usines d'armement à parier aux camps de concentration. Les conditions de travail sont abominables. Voilà, on fait travailler les prisonniers de guerre, on fait travailler les déportés, on fait travailler en fait tout le monde. C'est une armée de travailleurs et voilà, on meurt au travail, on meurt à la tâche. C'est ce qu'on va appeler l'extermination par le travail. Et ça, à ce titre-là, c'est Speer. C'est ça sa responsabilité en fait, réelle. On l'a querellé plus tard sur le fait quand il disait « je n'ai su pour la solution finale qu'en 1945 ». En fait, le problème n'est pas de savoir s'il a su ou pas. Le vrai problème, c'est qu'il y a participé. Et donc là, voilà, il est ministre. On estime que la guerre dure 1 an de plus. Par son talent d'organisateur, il va véritablement mettre en place cette guerre totale. Pour autant, il refuse parfois de suivre Hitler sur... j'allais dire des excès, tout était excessif, bien évidemment. À la fin de la guerre, très oui. maladroit. À la fin de la guerre. Ouais. Alors pour une raison très simple, c'est quand Hitler décrète, devant l'avancée des Alliés, il décrète la politique de la terre brûlée. Donc il faut détruire totalement l'Allemagne, de façon à ce qu'il n'en reste rien, en disant de toute façon, si nous perdons la guerre, c'est que nous sommes inférieurs aux Slaves. Donc le peuple allemand n'a pas le droit d'exister, peu importe, il vaut même mieux qu'il n'existe plus. Donc il faut tout détruire. Et là, effectivement... Les historiens disent qu'il a exagéré son rôle. Moi, je suis romancier, je reprends ce qu'il dit dans ses mémoires. Effectivement, là, il y a une sorte de prise de conscience où il refuse. Il est vrai qu'il a refusé, mais à l'extrême fin de la guerre, vraiment en mars-avril, il a refusé cette politique de la terre brûlée. Mais ce qui est fascinant, et terrible, c'est qu'il aime son Führer, il aime Hitler. Et il y a cette fameuse visite, comme une sorte d'ange exterminateur dans un avion qui survole Berlin et qui va lui servir de matrice pour ses mémoires. Il est le dernier cacique du régime en dehors de Goebbels et Bormann qui reste à la chancellerie jusqu'au dernier moment à venir voir Hitler alors qu'il n'a aucune raison de le faire. Un des aspects aussi très intéressants de votre livre, c'est le rapport d'Hitler à l'art. Et il y a une phrase qui est assez vertigineuse. Hitler dit que quand on est artiste, peu importe les idées politiques qu'on colporte ou qu'on endosse, ce qui n'est a priori pas vrai, il suffit de regarder... Exactement, mais là on est dans les mémoires de Speer, c'est-à-dire Speer dresse un portrait d'Hitler, ami des artistes au fond, nostalgique de sa période, et il fait dire à Hitler, mais encore une fois, moi je dis pas que c'est faux, il y a des c'est preuves du contraire. Parce qu'un de ses subalternes veut s'en prendre à un artiste qui aurait signé une pétition anti-nazie, et il dit « oh, il ne faut pas accorder d'importance à ça, les artistes sont irresponsables, un jour ils signent une pétition, le lendemain une autre, ils ne savent pas ce qu'ils font, la politique c'est pas leur truc, de toute façon, laissons ça. » Mais c'est lui qui parlait d'art dégénéré. Et c'est lui, évidemment, qui parlait d'art dégénéré, oui, évidemment. Donc là, encore quelque chose d'étrange, en tout cas, de la part de Speer, de rapporter ça, de faire ce portrait-là. Mais c'est resté, parce que l'idée de Hitler, ami des artistes, alors Hitler a beaucoup joué là-dessus quand même, c'est vrai. On a évoqué plusieurs fois les mémoires. Dans quelles conditions ont-elles été écrites ? Alors, en fait, en 1945, donc, il y a le procès Nuremberg. Et là, c'est à partir de là moi, que commence véritablement le pourquoi de ce livre, la raison peut-être de ce livre. Il va donner une sorte d'axiome de la culpabilité allemande. Il joue sa tête. Il dit « Je suis innocent à titre individuel, mais peu importe, je suis coupable à titre collectif. » Et je pense que la chronologie de l'argumentation est importante parce qu'il met son innocence au début, mais peu importe, elle s'efface devant sa culpabilité en tant que dirigeant d'un régime génocidaire. Il se trouve que ça a véritablement séduit les jurés, même si 3 voulaient le condamner à mort. Il est condamné à 20 ans de prison à Spandau, alors que son subalterne est condamné à mort, lui, à la pendaison. Et donc, à Spandau, il va écrire ses mémoires, notamment, ses souvenirs, notamment sur du papier toilette, des rouleaux de papier toilette, parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit d'avoir plus d'une feuille de papier par semaine, dans mon souvenir. Là, l'image que j'ai, c'est quand même le marquis de Sade à la Bastille écrivant les 120 journées de Sodome. On est vraiment dans quelque chose comme ça. Pour le coup, il a vraiment écrit ça sur du papier toilette. Et puis, il sort en 1966 et pendant 2 ans, il va faire ses mémoires qui sortent en 1969, qui deviennent un best-seller. Et là, il devient... ce que moi j'appelle la star, c'est-à-dire la star de la culpabilité allemande, la star des médias, la star des plateaux télé, des radios en Allemagne et après en Angleterre. Il publiera également des carnets secrets. Alors il continue, en fait, il exploite cette matière, il publie les carnets secrets, une sélection de ces matériaux issus des papiers toilettes, de certaines feuilles, et puis il a plein de projets, il se voit véritablement comme écrivain, il écrit d'autres bouquins qu'on connaît moins en français, notamment L'État esclavagiste, qui est un bouquin assez mauvais, parce que là pour le coup c'était lui l'État esclavagiste, mais il fait porter la responsabilité uniquement sur Himmler alors qu'ils étaient totalement complices. Himmler révèle aux membres du parti la solution finale en 1943.
dans un discours où il remercie, le seul à être remercié, c'est Albert Speer quand même. Ouais. Voilà, 69, ses mémoires, mais dès 71, il est combattu par les historiens avec justement la révélation de ce discours d'Himmler. Et là, il y a quelque chose d'irrationnel qui se passe, parce que l'obsession de Speer, c'est de dire « j'étais pas là au moment de ce discours ». Donc de toute façon, il peut dire ce qu'il veut, je n'étais pas là. Et là, on se dit, mais en fait, c'est pas vraiment le problème qu'il était là ou pas, c'est le fait qu'il soit remercié dans le discours. Donc là, déjà, il y a quelque chose qui est étrange. Mais ça continue, malgré tout. Il pense qu'il est fichu, mais pas du tout. Il publie les carnets secrets. Voilà. Et là commence véritablement, pour moi, cette guerre des récits. La fiction d'un homme, la quête de la vérité des historiens, et comment la force de l'un l'emporte sur l'autre, même si on sait qu'il a menti. Et au-delà de son propre cas, quel regard portait-il ensuite, une fois qu'il a purgé sa peine, sur le passé nazi ? Alors, il devient réellement, comment dire ça, anti-nazi, c'est même pas le terme, évidemment qu'il est anti-nazi, c'est un vaincu qui va transformer sa défaite en victoire. Je pense que c'est là où on voit que c'est un homme du XXe siècle, du par-delà bien et mal, du darwinisme social. En fait, il est un peu comme Hitler en disant « les Allemands n'ont pas le droit de survivre parce qu'ils se sont montrés faibles ». L'argumentation, lui, est sans doute différente. Moi, j'y ai vu une sorte de mépris des vaincus. Donc, il méprise ses anciens amis, ne les fréquente plus. À l'apparition de ses mémoires, ses amis sont scandalisés de sa version des faits en disant « tu édulcores tout, tu te rends pas compte de ce qu'on a vécu, Hitler n'était pas que ça, etc. » Lui, il méprise ça. Sa force, c'est qu'au moment où il publie ses mémoires, c'est les débuts du négationnisme, et lui va être véritablement contre ça. Il va servir véritablement de témoin à des associations juives pour dire que, évidemment, que ça existait, évidemment que les crimes c'était exactement ça, évidemment qu'Hitler était au courant, passant sous silence et en niant complètement sa responsabilité dans cette affaire. Mais je pense que c'est aussi sa façon de vivre sans cesse avec Hitler. C'est-à-dire que là où d'autres veulent, on se tait, on n'en parle plus, sa famille lui dit arrêtons de parler de ça, lui, sans cesse, parle d'Hitler, il accueille tout le monde chez lui, c'est devenu encore une fois une star. N'importe qui sonne à la porte parce que c'est une célébrité, serait-ce que pour se faire photographier avec lui accepte et parle d'Hitler. C'est vraiment son sujet de conversation. Et là, il y a une sorte de mise en abîme de ce qu'il a vécu avec Hitler. Hitler avait des conversations répétitives, parlait toujours des mêmes thèmes, il y avait un truc comme ça. Et lui, pareil. Lui, c'est Hitler. Et donc, c'est dans ce cadre-là où il va côtoyer. Alors là, ça rentre aussi dans quelque chose, et c'est ça qui a déclenché aussi le livre, c'est le rapport aux Juifs. Et plutôt les Juifs, certains Juifs ont eu avec Speer. Là, on rentre dans un truc dément, parce qu'il y a un rabbin qui un jour l'écoute à la radio en 69, lui écrit, lui dit « Je vous ai écouté, je ne vous comprends pas, mais je vous crois sincère, je vous accorde le kippour, le pardon ». Raphaël Geiss deviennent amis et il visite avec sa famille. Sa famille est horrifiée. Il se retrouve à Heidelberg, parce que là, ils sont à Heidelberg avec la famille Speer. Donc, on est dans une situation démente. L'autre point fort, c'est Simon Wiesenthal qui lui écrit en 74. Simon Wiesenthal, déporté, chasseur de nazis, qui lui demande en 74, 3 ans après la révélation du discours d'Himmler, quand avez-vous su ? Il maintient son point de vue. J'ai appris ça en 45. Et Simon Wiesenthal dit ça me va. Et débute une amitié. Avec un pasteur aussi. Alors, il y a un pasteur, mais là, si vous voulez, on parle des. Oui, là, c'est juifs, encore, là, bien là, évidemment. On est au cœur de quelque chose qui est Et vous l'expliquez comment ? Je ne l'explique pas, justement. J'en parle, je l'expose. J'essaie de donner le. Enfin, c'est pas que j'essaie, l'écriture fait que ça comment dire ça ? On est dans une sorte d'irrationalité. Et donc là, l'écriture, elle est chez elle aussi, là-dedans. Est-ce que vous pensez qu'il était dupe de lui-même dans cette réécriture des choses ? Je pense que. J'en sais rien. Mais en tout cas, Gita Sereni, elle le voit comme cet homme est l'incarnation d'un tourment moral exceptionnel. Elle dit « Je n'ai jamais vu un homme aussi tourmenté moralement que lui ». Je crois qu'effectivement, il y a certainement un dédoublement. Il sait, il a participé, mais il ne veut plus savoir qu'il a su et qu'il a participé. Et véritablement, il se projette dans ce personnage-là. Il y a une scène où il se révèle quand même, il me semble, et ça on n'en parlera pas si vous avez l'occasion de le lire, où je pense que là il se révèle véritablement, qui pour moi est une scène capitale, qui est juste et incroyable. Mais à la fin de sa vie notamment, ce dédoublement, parce qu'il a réussi quelque chose, il a réussi à imposer par le récit sa fake news à lui, sa fiction de lui-même, il l'a rendue séduisante, et c'est toute la puissance de l'art du récit, de la mise en scène, face à l'aridité d'une vérité qui, au fond, oui, ok, il a menti, mais peu importe, en fait. Contrepoint, vous l'avez expliqué au début, vous parlez de votre propre rapport à l'écriture de ce livre en tout cas, en évoquant le mot de contre-fiction. Vous
pencher aussi sur le reproche que certains auraient pu vous faire ou vous ont fait, encore s'intéresser à cette époque. C'est-à-dire qu'on on a été dans un moment, mais on l'est toujours un peu, où encore un livre sur un nazi, c'est bon, on sait tout ça, etc. Mais le problème n'est pas là, en fait. Je pense que déjà, il y a quelque chose qui m'est apparu dans l'écriture de ce livre, c'est qu'en fait, c'est le nazisme qui ne nous oublie, enfin c'est le Troisième Reich qui ne nous oublie pas, c'est cette période-là qui ne nous oublie pas parce qu'ils se sont vraiment projetés comme ça. Ils se sont rendus inoubliables par l'ampleur des crimes. Encore une fois, on parle de la théorie des ruines, on se projette dans la ruine des monuments. Mais après, quand il y a la défaite se profile, ils savent qu'ils vont perdre et ils savent qu'ils vont être véritablement l'incarnation du mal dans l'histoire, véritablement. Ils le savent et ils ont eu raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez... Alors moi, je connais un peu certaines régions en Asie du Sud-Est, l'Indonésie notamment. Vous allez dans des villages en Indonésie, vous parlez d'Adolf Hitler. Ils connaissent, c'est-à-dire que c'est le personnage historique le plus célèbre au monde. Ils connaissent parfois plus des personnages historiques de leur propre pays. Mais Hitler est devenu une sorte de célébrité mondialisée. Voilà, ils se sont rendus inoubliables par l'ampleur des crimes. Goebbels, et là on voit l'influence de Speer sur Goebbels, à la fin de la guerre, quand les jeunesses hitlériennes vont se battre à Berlin au moment de l'arrivée des Russes, dit, et ça a été documenté, agissez comme si vous étiez filmé, dans 50 ou 100 ans, on fera des films sur vous. Donc il y a véritablement la projection dans une sorte d'avenir de toute façon, à terme, le mal est fascinant, nous serons des personnages maudits. Vous voyez, il y a toute cette esthétique nauséabonde, mais qui fonctionne. Et c'est notre fascination, quelque part, pour ça. C'est-à-dire qu'on se souvient plus des bourreaux que des victimes. C'est toute la problématique actuelle où les victimes veulent prendre la parole. Mais évidemment, il y a une sorte de priorité, de prestige du bourreau, quelque part, malgré nous, et que lui... Speer et que certains nazis comprennent parfaitement en fait. Après-guerre, la plupart des nazis, soit ils fuient, soit ils sont morts, soit ils essaient d'échapper à la justice. Lui, étant donné qu'il a eu cette condamnation, qu'il en est sorti, assume cette part-là. C'est là où, voilà, pour moi, il y a une part de roman, pas au sens de romanesque, mais encore une fois, de pulsion, d'irrationalité, de danger, d'ambiguïté. J'aime pas l'expression zone grise, mais c'est un peu ça. Pardonnez la candeur de ma toute dernière question, mais est-ce que ce livre a été difficile à écrire ? Ah oui, il y a des moments où vraiment, et là je ne veux pas rentrer dans le folklore, mais c'est vrai qu'à un moment on se rend compte qu'on remue quand même quelque chose de particulier, on remue des choses, encore une fois l'affect, la pulsion, on est vraiment dans quelque chose c'est le marécageux et en même temps d'extrêmement baroque, enfin c'est quelque chose de... Voilà. Et c'est pour ça que l'historien m'est apparu, et me semble, je n'en ai pas fini avec ça, pour moi l'historien, c'est l'historienne, l'historien, peu importe, c'est véritablement un personnage de roman. C'est quoi l'intériorité de ces gens qui se consacrent à une seule période, et notamment Hitler. Là, on n'écrit pas sur Marie-Antoinette, voyez, ou je ne sais pas moi, Soliman le Magnifique, voyez. On écrit sur des meurtriers. On passe sa vie avec des atrocités, des sévices. Et qu'est-ce que c'est ça ? Donc ça a été vraiment une expérience très particulière éprouvante. Éprouvante. Et je ne veux pas entrer dans le côté folklore, mais malgré tout, franchement, oui. Je me tourne vers vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Il y a beaucoup de choses dans votre livre qui soulèvent énormément de questions et c'est très très intéressant. Mais c'est par rapport à Gita Sereni. Oui. Parce qu'elle s'est effectivement attachée à suivre ces personnages épouvantables, malfaisants, avec beaucoup d'ardeur. Et je pense à Stangl, puisqu'elle est allée le voir pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, je ne sais plus, dans sa prison, et qu'elle a fini par lui permettre de reconnaître son rôle dans ce qu'il avait fait. Il a dirigé le camp, il est directeur du camp de Treblinka. Voilà, et il a fini par le reconnaître. Oui. Et il est mort le lendemain. Absolument. Il est mort le lendemain. Ouais. Donc ça, elle a fait un travail absolument extraordinaire. Mais par rapport à Speer, c'est pas du tout la même chose, si je comprends bien. J'ai pas fini de lire votre livre. Alors, c'est pas la même chose, effectivement, parce que déjà, elle le côtoie après la sortie de prison. Et autant Stangl, elle dit que c'était, comment elle l'appelle, un Autrichien provincial. Elle dit, nous les Autrichiens, on sait ce que ça veut dire, en gros un plouc, et qui se retrouve par le prestige de l'uniforme, etc. Il dit, il n'était même pas un antisémite génocidaire, il était un antisémite comme, courant, mais pas obsédé, mais simplement l'accès à certaines fonctions l'a rendu comme ça, etc. Voilà. Et une absence totale de morale. Mais Speer, c'est très différent. Là, elle est face à une sorte de...
d'alter ego presque dans l'intelligence et dans le. Donc il y a vraiment là pour le coup c'est là où pour moi il y a roman, c'est qu'il y a une lutte. Oui. Il y a une lutte feutrée, c'est vertigineux, c'est-à-dire que véritablement elle maintient sa quête de la vérité, mais comme sa méthode est de fréquenter ces sujets d'études jusqu'à développer des relations d'amitié, jusqu'à imaginer des livres ensemble, eh bien on est dans une ligne de crête entre fiction et vérité, entre jusqu'où peut-on aller dans l'élucidation de ce que l'on veut faire. On personnalise ce qui est censé être froid. Et là, c'est là où ça me passionne, parce que c'est pas simplement un métier. C'est pas je fais ça le jour et la nuit j'ai une autre vie. Je ne vis que pour ça. Je suis au contact de ça. On l'a beaucoup querellée là-dessus. On lui a dit qu'elle donnait trop d'importance au bourreau, etc. C'est une querelle injuste, absurde. Pour moi, c'est une historienne extraordinaire. Ses livres sont extraordinaires. C'est une personnalité extraordinaire. Je vous le dis, j'en ai pas fini avec elle. Journaliste historienne. Mais il y a une sublimation quand même chez cette femme qui arrive à transporter l'histoire. Enfin, c'est pas aride, quoi, vous voyez. C'est existentiel. C'est-à-dire qu'on va au contact. On en fait, là encore, on parlait de corps, c'est une histoire de corps. C'est comment on fait un savoir de ça. Le personnage historique, c'est un corps, il se meut. Et ça participe du charisme, de la séduction. C'est véritablement le symbolique, encore une fois. Je pense que la psychanalyse, aujourd'hui, on a voulu la liquider, mais la psychanalyse a dit des choses et a trouvé des choses et a ouvert des voies. Et comme tout tourne, ça reviendra. On reprendra ça. Et elle est quand même dans ce moment-là, dans cette période-là. C'est-à-dire que la psychanalyse a été liquidée par la médecine, la neurologie et puis les sciences sociales. Mais en fait, on va revenir à ça parce que là, il y a quelque chose. Elle n'est pas liquidée. Hein. Non, mais quand je dis liquidée, c'est-à-dire rappelez-vous, à une époque, c'était presque caricatural, mais on avait des psychanalystes à la radio, partout. Là, aujourd'hui, c'est le sociologue. Mais il y a des livres anti-psychanalytiques pour dire que c'est fini, c'est pas une science, c'est rien. Mais en fait, oui, elle est vraiment dans ce rapport-là. Mais en même temps, en quête de vérité. C'est-à-dire elle s'engage totalement, mais elle ne lâche pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle-même se dédouble. Elle est l'amie, mais elle n'est pas dupe. Elle est l'amie, mais en même temps, elle est l'ennemi et je perds. Mais c'est pour ça qu'il y a des scènes, je ne veux pas en parler, mais ça se passe mal à un moment donné. Parce que, voilà. Je voulais vous poser la question, est-ce qu'on connaît la réaction de Speer, s'il en a eu une, au moment du procès Eichmann et vis-à-vis de la chasse aux nazis? Alors lui, encore une fois, se veut du côté des chasseurs de nazis, des anti-nazis. En fait, il a purgé sa peine. Alors, il est encore en prison au moment du procès Eichmann et les nouvelles parvenaient de façon difficile parce que il était enfermé à Spandau, il y avait 7 dirigeants du Reich et donc pour des raisons politiques, on ne voulait pas les tenir au courant forcément. Mais quand il sort de prison, il devient véritablement une caution, un témoin pour les associations de recherche de nazis et notamment aussi contre les négationnistes. Donc lui, il est totalement de ce côté-là. Donc il est pour la chasse aux nazis, il est pour ça. Mais dans l'espèce, de joie féroce qu'il manifeste à l'égard de ça et de volonté de véritablement se mettre du côté de l'antinazisme, il y a quelque chose pour moi qui révèle une part véritablement nazie, de force vitale, de dire les vainqueurs c'est eux et vous êtes de toute façon des ratés. Moi j'ai réussi à me métamorphoser du côté des vainqueurs. Vous voyez ? Moi, je le perçois comme ça, c'est-à-dire véritablement, il faut vaincre, il ne faut jamais s'arrêter. Quand on est pris la main dans le sac, il faut dire que c'est faux. On va vaincre, de toute façon. Je vais y arriver. Et il a ce talent, effectivement, de même bonifier son temps de prison. C'est quand même un homme qui va lire 5000 ouvrages. C'est un homme qui va faire un tour du monde imaginaire en prison, c'est-à-dire qu'il va convertir ses promenades dans la prison de Spandau. Il va calculer le périmètre de la prison. Il va dire, voilà, la première chose que je vais faire, je vais rejoindre ma femme à 600 km. Et puis, il se retrouve, il imagine des scènes en Chine. Et quand il sort de prison, il dit à son ami « Je suis du côté de Guadalajara, je crois. Enfin, voilà, tu viendras me chercher là, j'aurai mon Panama, il fait chaud. » Bon, vous voyez, il faut quand même une sorte de force vitale pour dire « De toute façon, je ne vais pas subir cette chose-là. » Eh bien, écoutez, nous allons non pas nous en tenir là parce que vous pouvez retrouver les livres de Jean-Noël Orengo. Ça y est, je vais y arriver. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je remercie Jean-Noël. Merci infiniment, vraiment. Merci. Merci beaucoup. Le roman de Jean-Noël Orengo, Vous êtes l'amour malheureux du Führer, est publié aux éditions Grasset. La rencontre que vous venez d'écouter
a été enregistré samedi 16 novembre 2024 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, réalisé et mis en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.